Bien, bonjour chers collègues, merci d'être là. Alors le SIEJ, ça devient complètement festif. Non seulement il y a des sandwichs, mais en plus nous avons une affiche à propos de notre cycle grâce à Jeanne-Marie Roux et Axel. Je remercie. Vous pourrez entendre parler de nous, mais vous êtes là, mais vous n'en avez pas besoin. Mais tous les autres collègues et toutes qui ne savent pas encore ce qu'elles manquent maintenant pourront être mieux informés de nos activités. Donc merci beaucoup pour ces petites innovations logistiques. Et c'est pas parce qu'on améliore la logistique qu'on arrête de penser. On a la grande chance aujourd'hui de recevoir pour la deuxième fois dans le cadre de ce cycle notre collègue Alain Stroel. Alain Stroel qui est professeur ici à Saint-Louis, professeur aussi à Louvain. Toi tu avais fusionné avant qu'on fusionne en fait. C'est vrai. Tu étais un petit peu déjà entre les deux. Il n'y en a pas de temps. J'étais partagé. La division c'est très bien. Signe d'une névrose stressée. Toujours est-il que donc Alain, merci beaucoup d'être là. Merci non seulement de ta disponibilité qui va, si j'ai bien compris, te rappeler des souvenirs de tes travaux austiniens passés, mais aussi nous permettre de profiter de ton expertise plurielle en matière de droit du numérique. Je le dis trop mal et trop vite, mais c'est vrai que tu es un expert reconnu en la matière, donc c'est vraiment très précieux pour nous. D'autant plus que ton expertise, elle n'est pas que théorique, vu que tu as été longtemps, je ne sais pas si tu es encore activement au barreau maintenant, mais en tout cas tu n'es pas éloigné de la pratique du droit, et d'ailleurs c'est très perceptible dans tes projets de recherche. Toujours une attention, une attention marquée et résolue à ce qui se passe dans le concret. Et nous, parfois, en théorie du droit, on a peut-être parfois tendance à s'éloigner de ce genre de choses. Donc c'est vraiment très précieux. Et tu vas nous parler aujourd'hui des interfaces machines, ces actes de langage qu'elles posent sont donc des actes de langage. Et si c'en est, est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils refont le droit, est-ce qu'ils disent le droit, est-ce qu'ils font le droit? Et on lit dans le sous-titre du titre de ton intervention que c'est formidable, semble penser et nous convaincra certainement que le numérique peut nous aider, voire nous obliger à repenser le droit. Voilà vraiment une question au cœur de ce qui fait les activités du SIEJ. Donc merci beaucoup Alain, je te cède la parole et je me réjouis de t'écouter. Bien. Je pense que je vais vous proposer de vous lever. C'est une expérience, Bien. On va se rasseoir. C'est peut-être ce qu'on appelle donc un acte de langage, puisque effectivement, pour reprendre la présentation qui a été faite par Jeanne-Marie dans son article dans la revue interdisciplinaire, il y a trois conditions pour qu'un acte de parole fonctionne. Il faut un cadre institutionnel conventionnel. Il existe ici, peut-être qu'il y a différentes interprétations possibles, parce qu'effectivement, se lever nécessite une cérémonie. C'est pas trop cérémonial aujourd'hui. Parfois, c'est fait pour des hommages, et c'est vrai que en termes d'hommage, je songe à notre ami Sébastien. Et donc, effectivement, se lever pouvait faire sens, et peut-être que l'idée a traversé l'esprit de certains, mais pas tout le monde. Tout le monde ne le connaît pas, donc voilà, ne faisons pas non plus d'hommage aujourd'hui. Il y a une deuxième condition, il faut qu'il y ait un locuteur légitime. Alors là, je ne sais pas si je remplis la condition, mais il faut en tout cas qu'on ait des personnes appropriées à l'invocation de la procédure pour que l'acte performe correctement. Il y en a qui font ça certainement mieux que moi, des prêtres et d'autres, par exemple, rectrices. Il faut une forme d'effectivité. Je pense qu'elle a été respectée, cette condition-là, qui sont des conditions peut-être de féliciter des actes de langage. Et je vais revenir. Avant ça, je voudrais vous montrer, vous expliquer un peu le trajet, qui est un trajet qui me ramène, moi, un peu à mes origines, entre guillemets, puisque j'ai terminé la philo, après le droit, en faisant un mémoire sur Hart et en essayant d'établir des liens entre Hart et évidemment Austin qui l'a inspiré. Et alors en toile de fond, il y a Wittgenstein. Mais bref, ce sont tous des gens qui se sont intéressés au langage et à la force du langage et qui s'intéressent donc aussi à l'aspect institutionnel autour du langage. Donc je vais revenir par là, qui me ramène loin en arrière, des beaux souvenirs aussi, même si j'ai tout à fait oublié, j'ai pu retrouver mon mémoire.
Alors, ça c'est inscrit, je pense, et c'est pour ça que je suis ici, c'est la proposition de Jeanne-Marie et de Diane, hein, qui m'a un peu... puisqu'il y avait eu une séance il y a quelques mois, il y en a eu deux, je pense, au moins sur cette approche des actes de langage. Bon, je vais revenir là-dessus comme je lis ça, et les limites que je vois aussi dans cette approche, pour surtout m'intéresser effectivement alors au domaine du numérique, et ça je le ferai donc en deux phases. Parce que je distingue le numérique avec les interfaces machines, qui est le numérique qu'on connaît depuis assez longtemps, depuis l'Internet, depuis que j'ai commencé aussi à l'université. Et puis il y a maintenant les nouveaux interfaces liées à l'apparition de cette nouvelle machine de parole, les intelligences artificielles génératives. Et donc, bon, c'est en trois temps que j'essaierai de présenter ça, en faisant un peu de théorie du droit, puisque c'est quand même l'exercice qu'on me demande, un peu de droit, mais donc personne n'y retrouvera ce qu'il souhaite peut-être, tant pis, on est fait de différentes choses, et en particulier, je me sens aussi fait de différentes approches, et je vais essayer de les mélanger. Donc la première partie, la théorie des actes de parole, bon, certains ont suivi les autres séminaires, donc je vais être un peu peut-être succinct, et c'est un peu trop de base pour tous ceux qui ont déjà été beaucoup plus loin. Mais donc l'approche d'Austin sur les actes de parole, c'est une phénoménologie de la dimension active, actionnelle du langage, et la possibilité de faire des choses à travers le langage. Donc, à l'époque, le langage était avant tout conçu comme descriptif, constatif, avec cette correspondance avec les faits, la réalité. Et je pense que l'apport d'Austin, c'est d'avoir montré que le langage fait autre chose. Je pense qu'on est dans un autre monde, hein. Ça c'est le début des années 60, fin des années 50. Je pense que c'est quelque chose qui est maintenant très évident, mais qui ne l'a peut-être pas toujours été. Et donc les simples énonciations, hein, je donne à ma nièce, peut réaliser un acte translatif à titre gratuit, donc une opération juridique, mais il y a toute une série de conditions à respecter, et aussi une part des conditions de félicité, et on pourrait les décrire pour toute une série d'actes juridiques. Lui, il oppose ça aux conditions de validité. J'ai été retrouvé, oui, ces présentations dans le cadre du séminaire, c'est aussi des présentations de livres, je ne sais pas si c'est la bibliothèque, je ne sais plus comment on appelle l'émission, mais je suis retombé sur le petit livre que j'avais perdu en cours de trajet, hein, d'Austin, qui à mon avis porte un mauvais titre, Quand dire c'est faire, parce qu'en fait il montre que c'est pas dans certains cas où on fait, mais c'est chaque fois qu'on dit quelque chose, on fait quelque chose. Donc le quand dire c'est faire est peut-être une mauvaise traduction de ce qu'il a voulu dire. Mais il oppose en tout cas les conditions de félicité aux conditions de validité, mais validité au sens très particulier que je viens d'énoncer. Et c'est vrai que si on revient sur peut-être les dimensions de la validité qui ont été développées par François, qui est là par exemple, peut-être que ça se rapproche de ce qu'eux désignent comme les conditions de félicité. Et à la limite d'ailleurs, avec le petit exercice qu'on a fait, hein, levez-vous, bon, il y avait le cadre institutionnel, c'est plus ou moins ce qu'on pourrait ramener à la légalité, il y avait la légitimité, et il y avait une forme d'effectivité. Donc on retrouve un peu cette approche avec une vision plus large de la validité que celle qui était défendue à l'époque par ces penseurs du langage. Et donc il y a, je pense, toute une réflexion, mais finalement, je pense qu'elle est fort partagée aujourd'hui sur l'efficacité du langage. Et donc au départ, il distingue performatif et constatif, et puis après, il estime que finalement, tout acte de langage implique une action élocutoire, et donc il y a une forme de généralisation du performatif à tous les énoncés. Bon, voilà, ça c'est des choses pour un peu rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas Austin, mais je conseille ce petit livre, c'est le 3e livre le plus lu en philosophie anglo-saxonne. Dixit, la nouvelle introduction, parce que c'est une toute nouvelle édition. Après, vous imaginez, il y a Rawls, et non, pas Hart, mais en philosophie, hein, philosophie analytique.
Et donc il y a Rawls et il y a Thomas Kuhn. D'après, ici, là, celui qui a rédigé cette nouvelle des révolutions scientifiques. Mais bon, donc c'est... Ok, à vérifier, bien entendu. Et comme vous le savez peut-être, en fait, c'est pas lui qui a écrit ce bouquin. Il a fait des conférences en 1955 à Harvard. Dire, c'est faire dire. Voilà. Dire, c'est faire écrire par d'autres, effectivement. Non, c'est posthume, il n'a pas fait écrire les autres. Les autres ont écrit, il n'a rien demandé. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais bon, j'ai jeté un coup d'œil à certaines des conférences, j'ai pas tout lu relu dans le détail. La 6e conférence explique qu'il y a beaucoup d'autres outils discursifs qui sont peut-être plus simples et en même temps très riches. Et trop riche, dit-il, parce que c'est difficile à théoriser. Et ici, par exemple, les modalités du discours. C'est vrai, quand on dit « ferme-la », ça peut être un impératif, et il démarre avec là, mais ferme-la, c'est mieux, c'est un conseil. Hein, ou bien ferme-la si tu veux, c'est une permission. Donc, c'est vrai que les mots du langage ne suffisent pas à percevoir la force illocutoire. On a des modalités autour des mots eux-mêmes, et le ton de la voix, le rythme, l'accentuation, les adverbes qu'on ajoute, hein, je ferai, si c'est probablement ou si c'est sans faute, ça affecte fondamentalement l'acte illocutoire ou l'effet performatif. Il y a des particules de liaison, des gestes et actions rituelles non verbales, le clin d'œil, les haussements d'épaules, les circonstances et l'origine de l'énoncé, tout ça, dit-il, affecte aussi les faits. Mais alors ça devient très complexe, évidemment. Hein. Et d'ailleurs, là, on est un peu amené, j'y reviendrai, à l'analyse des effets d'un rituel presque théâtral, puisqu'on tient compte de tout ce qui dépasse le langage dans le cadre. Je pense que c'est très difficile à théoriser, d'en tirer des conclusions. Ça, c'est mon problème avec Austin. C'est bien de montrer ça, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que parfois les juges doivent faire attention à tous ces éléments-là. Et j'ai identifié là un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'affaire Leroy-France. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire. C'est un caricaturiste qui avait fait un dessin, et la date est importante, c'est le 9/11, le 9 septembre 2001. Il avait fait un dessin de 2 tours qui s'effondrent. Et il a ajouté le texte, il voulait le publier, il l'a envoyé à la rédaction. Nous en avons tous rêvé, le Hamas l'a fait. Bon, il se bourrait tout à fait parce qu'il ne savait pas que c'était le jour même, Ben Laden, etc. Il avait un certain anti-américanisme. Bon, il a été condamné en France pour ses paroles. Et puis, il a introduit un recours en dernière instance devant la Cour de Strasbourg. Et c'est intéressant de voir comment la Cour a été amenée à analyser finalement tous ces éléments complémentaires. Bon, la formule qu'il a utilisée était inspirée d'une publicité de Sony qui était assez connue à l'époque. Les juges, dans une affaire comme celle-là, effectivement, doivent aller au-delà du verbal en tant que tel, s'intéressent bien entendu aux termes employés, mais tout aussi au contexte, parce que ça avait lieu en Pays Basque. Du coup, on avait vu un risque à l'époque, c'était plus animé au Pays Basque que ça ne l'est aujourd'hui. Donc oui, dire c'est faire, je pense que c'est vrai que c'est important de comprendre ce que le langage fait. Et je pense qu'en tant que juriste, on est alerté à ça, et on doit peut-être encore faire davantage attention aux mots, mais aussi au contexte dans lesquels les mots sont prononcés. Mais moi, j'avoue que je m'y perds, hein, quand Austin, par exemple, dans sa 12e conférence, distingue les verdictifs des exercitifs, des obligatifs. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est difficile. Je pense que c'est plus intéressant peut-être de poursuivre sa réflexion vers une analyse du pouvoir symbolique, de l'autorité des discours. On pourrait faire Bourdieu, Garapon, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quel est l'effet illocutoire, quel est peut-être le performatif des langages qui sont prononcés par des machines. Prononcés, le mot n'est peut-être pas bon, mais qui sont générés par des machines. Est-ce qu'on a affaire à des nouveaux actes de parole? Quels sont les effets potentiels de ces actes, hein? Qu'est-ce qui se passe quand une intelligence artificielle vous dit « je te promets, je m'excuse » Quelle est cette force illocutoire? Bon, alors, il y a peut-être
des penseurs du droit qu'on pourrait citer, Garapon, qui parle de révolution graphique. Je pense que le terme est assez mal choisi, mais lui a toujours été très attentif justement à tout ce qui va au-delà des paroles en tant que telles, mais au rituel du judiciaire. Il s'est toujours intéressé à l'univers de sens, qui est l'univers plutôt judiciaire, avec justement tous ces éléments très, très symboliques, très chargés. Et ça, c'est l'aspect performatif du droit, c'est la forme linguistique, plus ce rituel et tout cet appareil institutionnel pour lui. Et c'est vrai qu'un acte solennel, c'est pas simplement des mots, mais ça suppose un appareillage, une présence réelle de personnes, certains mots qui doivent être prononcés oralement dans un lieu symbolique, avec en présence de personnes. De même, bon, c'est vrai que pour un acte écrit, j'ai commencé par donner le droit de la preuve avec Michel van de Kerkhove, dont je reviens des exemples droit de la preuve. C'est vrai que le rituel de la signature, ça ajoute quelque chose. Le fait de devoir prendre à l'époque en tout cas, quand j'ai donné le cours, son stylo pour signer. Donc ça, c'est ce rituel, cet appareil institutionnel qui ajoute. Alors, il s'interroge sur justement ces nouveaux contextes dans la révolution digitale qu'il appelle aussi graphique. Je pense que il pose les problèmes, mais ce texte est très compliqué, justice digitale, qu'il a écrit avec d'autres. Revenons un peu au ras des pâquerettes, avec ici une interview d'un journaliste du New York Times auprès de la Maison Blanche, parce que par rapport à Trump, parfois on se dit, mais pourquoi est-ce que la presse accorde tellement d'importance à tout ce qu'il dit ? Parce que, bon, c'est son jeu, effectivement. Alors, évidemment, on pose cette question-là, est-ce que vous ne devriez pas diminuer la couverture ? Mais le journaliste a raison de dire que je pense que c'est vrai qu'on est obligé de s'intéresser à ces paroles, parce que ces paroles ont quand même un effet qui est sans doute plus grand. Elles peuvent mener à des actions, donc ce sont peut-être des fanfaronnades, mais ce sont des fanfaronnades qui ont potentiellement un effet performatif. Alors, droit et langage... Oui, et je vois que j'ai interverti de slides là. Je voulais encore ajouter ceci sur Trump, puisqu'on est sur Trump. Il y a des textes qui ne sont pas inintéressants. J'avais lu il y a quelques années La langue de Trump par une traductrice, et maintenant c'est très récemment Barbara Cassin, qu'on a déjà invitée ici, qui est à l'Académie française, mais qui est philosophe et philologue. Et donc elle s'intéresse aux mots, là, vous voyez, de Trump, de Poutine, etc. Et c'est vrai qu'on peut faire des analyses linguistiques assez intéressantes sur le langage de Trump, tous les mots assez forts qui évidemment ne permettent pas de rendre compte d'une réalité assez nuancée, quand c'est good, great, incredible, wow, bad, sad, etc. Et c'est vrai que lui, c'est parfois difficile à considérer qu'il ment, parce qu'il n'est pas conscient de la déformation de la réalité, puisqu'il vit dans son monde, et il a un monde mental assez particulier, et une faculté de faire abstraction, justement, du monde réel. Alors, toutes ces analyses sont assez intéressantes. Je pense que c'est un bel exemple où on pourrait encore creuser le performatif aussi. Il a compris le performatif du silence, parce que les mots peuvent faire des choses, mais le silence aussi. Vous savez que, par exemple, il fait systématiquement supprimer les termes diversité, inclusion, et il veut supprimer l'espagnol dans tous les documents officiels. Ce silence est susceptible d'avoir des effets, c'est assez clair. Et je pense que ça marche. En tout cas, les gens voient ce monsieur Trump pour quelqu'un qui performe, et un sondage qui était rappelé, il y a eu une émission de France Inter sur la méthode Trump, est-ce que dire c'est faire, ils ont utilisé le titre d'Austin, mais oui, les gens le considèrent comme dynamique, comme efficace. Bon, alors ça c'était pour ce langage-là. Revenons peut-être au droit et au langage pour Hart. Alors, il s'intéresse au langage ordinaire. En tout cas, il lui fait confiance parce que Hart estime que le langage, c'est une institution avec des conventions, une histoire.
Et que donc il s'intéresse à l'analyse de la promesse, il essaie de faire la différence entre être obligé ou avoir une obligation dans son concept de droit. Je l'ai aussi pris, celui-là, il a perdu quelque chose. Ça, c'est chic. La fameuse couverture verte, bien. Bon, ça fait longtemps quand même. Bon, je l'ai en partie reparcouru. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être de se poser la question, est-ce qu'on n'a pas une approche finalement assez similaire dans la technologie de l'intelligence artificielle telle qu'elle est conçue aujourd'hui, qui fait beaucoup de confiance aussi au langage. C'est une approche, celle du machine learning, de l'apprentissage machine, qui part du langage tel qu'il est disponible dans les livres qui ont été évidemment copiés, mais aussi sur tous les réseaux sociaux et en ligne. Donc il y a une même approche, alors qu'on avait une intelligence artificielle il y a peut-être deux décennies qui fonctionnait très différemment, où il n'y avait pas apprentissage à travers les réseaux neuronaux et à travers le langage tel qu'il est pratiqué, qui était un peu l'approche de ces philosophes analytiques anglais, mais on essayait d'introduire la connaissance dans l'intelligence artificielle, c'était ce qu'on appelle les systèmes experts. Hein, c'était une approche là top-down, symbolique. On a tout à fait abandonné ça. Donc il y a peut-être quelque chose un peu, parce que je m'intéresse à l'intelligence artificielle dans cet exposé. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est la réflexion sur le système juridique par rapport au numérique. Et vous savez, où je rappelle qu'il y a deux types de règles. Hein. Il y a les règles de conduite, qui a priori sont plus performatives, hein, parce que ça c'est les règles du droit pénal, hein, qui imposent certains comportements ou qui interdisent certains comportements, qui l'analysent et qui comparent alors aux règles secondaires, qui sont des règles de structure, qui sont des règles sur les règles, qui confèrent des pouvoirs, et il distingue les règles de reconnaissance, les règles de changement, les règles de décision. Je ne rentre pas dans les détails, mais moi, ça m'inspire par rapport aux réflexions sur justement le numérique et les plateformes numériques, qui, je pense, sont de plus en plus des ordres juridiques en tant que tels. Bon, certains responsables de ces plateformes, comme Mark Zuckerberg, l'ont d'ailleurs parfois souligné et maintenant le regrettent un tout petit peu. Mais c'est vrai que peut-être que il y a des pouvoirs similaires à ceux des États, avec une fonction législative, une fonction exécutive, une fonction juridictionnelle, sans par contre qu'on ait alors toutes les garanties du droit. Hein. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans le cadre de ces plateformes. Mais on pourrait les analyser, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Comme je parle du numérique, c'est très difficile de distinguer la question de l'intelligence artificielle du pouvoir aussi des plateformes qui sont derrière, et qui, à mon avis, fonctionnent selon la typologie de Hart, avec des règles primaires de conduite. C'est ce qu'on appelle les termes d'usage, hein, que tout le monde accepte sans les lire au début lorsqu'on s'inscrit sur une plateforme. Quelles sont les conditions? Vous utilisez ChatGPT, est-ce que vous les avez étudiées? Mais vous les avez acceptées. Il y a d'autres standards de la communauté qui fonctionnent. Il y a tous les algorithmes de classement et le design des interfaces, j'y reviendrai, qui sont en fait l'équivalent de règles primaires de conduite. Et puis vous avez des règles secondaires qui permettent le changement, notamment des termes d'usage, et aussi un système d'adjudication ou de détermination des conflits, notamment sur qu'est-ce qui peut se dire ou pas sur ces plateformes, avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la déplatformisation. On se rappelle que Trump avait été déplatformé de Twitter notamment. Et vous savez peut-être qu'il y a toute une organisation du conflit qui est en partie tout à fait cachée, et un système d'adjudication alors qu'il devient visible dans les niveaux supérieurs, avec notamment ce que Meta appelle le Oversight Board, qui est en quelque sorte la Cour suprême de l'ordre, qui est l'ordre de la plateforme. Bon, on pourrait poursuivre ça, c'est pas tout à fait l'objectif, mais comme je parlais de Hart, je voulais ajouter ça, parce que c'est quand même un des problèmes qui se posent dans le cas du numérique. C'est ce qu'on appelle en anglais, c'est difficile à traduire, le private ordering, l'ordonnancement privé qui se substitue à l'autorité publique, à l'état de droit, dans des environnements qui, bien entendu, dépassent les cadres nationaux
Et effectivement, le droit tel qu'on le connaît n'est pas ajusté à un phénomène comme une plateforme mondiale. Mais il faut se rendre compte, j'aime bien donner des exemples dans l'actualité, par exemple, on discutait du fait que Apple a supprimé certaines applications qui ont été mises sur la plateforme et qui permettent de suivre toutes les opérations de la police de l'immigration, la ICA, qui utilise des méthodes assez robustes, comme on l'a vu. Alors, bon, c'est des plateformes, enfin, c'est plutôt une application sur une plateforme qui, bien entendu, peut contribuer au débat public. Bon, ça peut être justifié, effectivement, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait des applications qui montrent exactement ce que fait la police dans toutes ses interventions. Il y a des limites, mais il faut se rendre compte que ces plateformes, Apple décide ou pas, si les Américains peuvent suivre les opérations de la police de l'immigration grâce à ces applications de partage. C'est quand même une question importante, je pense, pour le fonctionnement de la démocratie. Donc ces plateformes ont beaucoup de pouvoir. Ici, c'est Apple. Donc c'est pas simplement Meta ou d'autres à travers donc toutes ces architectures de contrôle. Et je voudrais maintenant, je quitte un peu la théorie du droit, sorry pour ceux qui veulent en faire davantage, mais je m'intéresse quand même à des choses qui sont parlantes et qui nous obligent à repenser le droit. Donc c'est la force du code, la force des interfaces numériques, c'est la deuxième partie de mon exposé. Et je commence par revenir en arrière. Vous connaissez peut-être Larry Lessig, hein, il a eu une phase où il était plus connu au début des années 2000, un professeur de droit constitutionnel au départ, et puis qui s'est fort intéressé au droit de l'Internet, et lui a lancé, oui ça c'est un bouquin que je n'ai pas pris, Code is Law. C'est la formule qu'il a mis en évidence. Mais il faut se replacer dans l'époque. Hein. C'est un bouquin de 99, mais on est encore après la première phase de l'Internet, que tout le monde peut-être n'a pas connue, mais qui était une phase d'espoir. D'ailleurs, les années 90, c'était une phase d'espoir à d'autres égards aussi, après la chute du mur, etc. Donc on a connu une période, en tout cas, pour moi, c'était de loin la période la plus joyeuse, entre guillemets, et le cyberespace, tel qu'on le voyait là, qui était une zone de liberté énorme, sans anarchie et sans gouvernement en même temps, ça paraissait un monde idéal. Et bon, ces ingénieurs de l'époque, puisque c'est quand même un système qui a été contenu par des ingénieurs, notamment David Clark, là, je le cite là, qui disait « Nous rejetons roi, président et élection, nous croyons dans le consensus approximatif et le code en cours d'exécution ». Ce qui est intéressant, c'est que la deuxième phrase, celle qui est en gras, est toujours utilisée comme mantra pour, en fait, c'est une forme de régulateur de la technique ou de l'infrastructure de l'Internet, parce que l'Internet Engineer Task Force, l'IETF, c'est encore la principale instance qui détermine les protocoles, tous les standards de l'Internet. Ils ont encore gardé cette formule sur leur site, nous croyons dans le consensus approximatif et le code en cours d'exécution. Donc la force du code, ben, évidemment, dans cet univers de l'Internet, le consensus approximatif, ça c'est le consensus dans le cadre des instances qu'on appelle de normalisation en français. Je pense que ce serait peut-être mieux de parler de standards. Et effectivement, on entre de plus en plus, en tout cas quand on parle du numérique, dans un monde qui est régulé par des standards techniques. Larry Lessig a mis ça en évidence lorsqu'il a dit le code, mais le code au sens du code informatique, est le droit, et nous gouverne de plus en plus. Bon, il y a d'autres, comme Benoît Friedman, etc., qui s'y est intéressé aussi par la gouvernance, par les standards, et par ailleurs les indicateurs. Et donc, je pense que de plus en plus, on doit, en tant que juriste qui s'intéresse quand même à la gouvernance, s'intéresser aux architectures de contrôle. Et ces architectures passent par toute une série de dispositifs. Je vais en énoncer quelques-uns. Alors c'est complexe, mais il y a notamment les interfaces qui sont les interfaces qu'on voit sur les écrans. Je vais me concentrer là-dessus. Mais il faut se rendre compte que ces architectures de contrôle ont plein d'avantages. Ils permettent une mise en œuvre immédiate. Ils affectent directement le comportement.
ils opèrent ex ante, pas comme le droit généralement ex post, etc. Hein, si on prend par exemple des exemples, parce qu'il y a des exemples dans le monde réel, hein, où aujourd'hui on utilise encore les logiciels des radars sur les routes pour essayer de mettre en œuvre les règles en ce qui concerne les limitations de vitesse, mais demain ce seront les voitures autonomes qui elles-mêmes intégreront les exigences de vitesse, puisqu'elles auront des intelligences artificielles embarquées qui sauront où elles se trouvent, avec quelles limitations de vitesse. Donc c'est vrai que de plus en plus, on peut se passer de la règle juridique qui est intégrée directement dans des standards et dans les machines. Ça vaut pour le monde réel, et moi je vais m'intéresser surtout au monde virtuel, et j'en parlerai dans un instant. Alors les fonctions de ces architectures de contrôle peuvent être négatives, interdire, rétrograder des comportements, hein, notamment sur les plateformes de contenu comme les réseaux sociaux. Et il y a toute une série de logiciels et maintenant d'intelligence artificielle qui suppriment automatiquement certains types de contenus lorsqu'ils ont été identifiés. Mais on a aussi, et je vais m'intéresser plutôt à la fonction positive, c'est-à-dire ces interfaces ou ces architectures de contrôle, elles imposent aussi des comportements ou elles imposent certains contenus en les amplifiant. Alors il y a toute une réflexion donc, sur le rôle du design de ces interfaces. C'est aussi pour ça que je suis un peu intéressé par ce qu'on appelle le legal design, parce que je pense que de plus en plus, le droit passe aussi par ces interfaces qui sont designées d'une certaine façon pour faire des choses. Hein. Et comme quelques exemples que je tire de l'actualité récente, donc ces designs d'interfaces, lorsque elles sont négatives, entre guillemets, on les appelle donc des dark patterns, qu'on traduit généralement par design déceptif en français. Et vous en connaissez toute une série, bien entendu, ces plateformes comme Amazon ici, qui a conçu le système et l'interface pour faciliter la prise d'un abonnement à leur programme Prime, tout en rendant tout à fait impossible l'annulation. Ils viennent d'être condamnés quand même par la Federal Trade Commission aux États-Unis, 2,5 milliards. Bon, ils sont quand même un peu surveillés, avec des sanctions évidemment qui nous paraissent toujours relativement importantes. Deuxième exemple, et ça m'intéresse aussi parce que c'est très récent, c'était dans la presse il y a quelques jours, c'est Amnesty International qui a sorti un rapport sur TikTok et les algorithmes d'amplification. Notamment le fil d'actualité pour toi, pour les jeunes en particulier, qui mène dans leur étude à ce qu'ils appellent les rabbit holes, les spirales mortifères ou toxiques de ces plateformes. Hein, vous voyez le rabbit là. Non, moi ça m'intéresse aussi parce que ça montre qu'une organisation comme Amnesty s'intéresse à ces questions et considère qu'il faut les mettre en évidence, alors que c'est vrai qu'ils se sont concentrés sur d'autres droits fondamentaux. Et alors on devra s'intéresser justement, c'est ma conclusion, quels sont les droits fondamentaux qu'on doit mettre en évidence dans ce nouvel univers des interfaces numériques et de l'intelligence artificielle. Troisième exemple, vous l'avez peut-être rencontré vous-même personnellement, parce que vous êtes sur LinkedIn. Hein, qui est sur LinkedIn ici? Il y en a quand même quelques-uns. Est-ce que vous avez vu cette interface déceptive il y a quelque temps? Déceptif parce que par défaut, vous acceptez, si vous n'avez pas fait attention, vous acceptez que tous les contenus que vous partagez sur LinkedIn soient utilisés pour l'entraînement d'une machine, leur intelligence artificielle, donc LinkedIn qui fait partie de Microsoft. Bon, je pense que c'est... Au moins, il y a eu un email d'avertissement, mais tout le monde ne l'a pas vu peut-être. Mais donc, il y a ces interfaces avec des solutions par défaut. C'est une façon de faire des choses qui est assez impressionnante, avec cet exemple-là. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on peut accepter, évidemment, hein, que tous les contenus qu'on partage servent à faire fonctionner ou à améliorer une autre machine, mais ça pose des questions. Est-ce qu'il y a une régulation de ces designs déceptifs? Oui et non. Il y a peut-être trop de régulation au niveau européen.
Et je cite ici le Digital Service Act, qui est en fait la loi européenne sur les services numériques qui s'intéresse au contenu sur les plateformes. Et vous avez une définition donc, des dark patterns, hein, des pratiques qui ont pour objectif ou pour effet d'altérer ou d'entraver sensiblement la capacité des destinataires de prendre une décision ou de faire un choix de manière autonome et éclairée. C'est la définition qui se trouve dans un considérant, et puis vous avez une interdiction dans une des dispositions, l'article 25, de ces interfaces qui donc, sont utilisées pour tromper ou manipuler les destinataires. Et je pense qu'il y a toute cette problématique qui est peut-être renouvelée de la manipulation en ligne. Alors qu'en tant que juriste, on s'intéresse à la force du droit, mais qui n'est peut-être pas dans le même registre, qui est sans doute dans un tout autre registre. Et vous voyez avec ce lien avec la capacité de prendre des décisions libres et éclairées. Alors il y a d'autres sources, certaines sont d'ailleurs analysées dans une autre salle ici à Saint-Louis, parce qu'il y a une conférence sur la directive sur les pratiques commerciales déloyales de 2005, qui a 20 ans. Aujourd'hui, et Anne-Lise, notre collègue, y consacre une journée à laquelle je vais d'ailleurs quand j'ai terminé ici. Alors cette disposition a un champ d'application relativement limité parce qu'il y a d'autres législations, et c'est bien le problème de ces législations européennes, où on a un peu des silos. C'est difficile de les articuler, mais donc la disposition du DSA ne va pas être appliquée quand c'est la directive sur les pratiques commerciales déloyales qui s'applique, ou quand c'est le règlement général sur la protection des données. Mais il y a quand même des enquêtes qui sont ouvertes. Alors, certains donc s'intéressent à cette question du design. Il y a des théoriciens du droit comme Fabien Chevalier, il est aussi à Lille maintenant, mais en même temps aux États-Unis, qui s'intéresse, parce que lui est designer, il a fait des écoles de design, et donc effectivement il se rend compte qu'il y a tout un enseignement en termes de psychologie, tous les aspects cognitifs liés à la conception de ces interfaces, et ils essayent alors de développer des systèmes qui permettent de passer de ces interfaces qui sont déceptifs, où c'est plutôt le produit ou le fournisseur qui a le contrôle vers un contrôle par l'utilisateur. Et donc on a toutes ces approches, maintenant on essaie d'opposer les fair patterns aux dark patterns, il y a tout un mouvement de réflexion sur le droit. Et je vais passer à la troisième partie parce que je pense que le temps passe. Parce qu'il y a un lien entre les deux. Si on demande, et certains le font, aux outils d'intelligence artificielle générative, comme ChatGPT, et certains chercheurs ont fait l'essai, de créer des interfaces pour des sites, notamment des sites commerciaux, on voit que ChatGPT propose des interfaces qui sont elles-mêmes trompeuses. Parce qu'évidemment, il a été entraîné sur Internet et il a vu ce qui a été implémenté dans beaucoup d'interfaces. Et donc, il va proposer toute une série de tricks, des interfaces trompeuses qui peuvent influencer les utilisateurs. Et donc, oui, cette influence risque de monter. D'abord parce qu'on passe de plus en plus de temps en ligne. Ceci, c'était des chiffres récents qui ont été développés par une institution française. Mais donc, 60% des gens passent en France plus de 2 heures sur des écrans. Et vous avez 25% plus de 5 heures. Ce qui veut dire qu'on passe un temps... Beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est votre cas, mais... Usage personnel en plus, c'est ce que tu dis ici. Oui, c'est pour un usage personnel, donc c'est vrai qu'ils excluent... oui, c'est l'ARCOM, donc l'instance de régulation qui fait des études et qui a publié ça, donc c'est des chiffres relativement récents. Donc, oui, on est exposé toujours plus, et aussi on est exposé toujours plus à ce qu'on appelle maintenant le AI slop en anglais. Slop, c'est une nouvelle entrée d'ailleurs sur Wikipédia qui a été introduite l'année passée. C'est un peu le spam de l'intelligence artificielle, c'est les déchets. Il y en a de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de contenus qui sont des contenus générés par ces outils. Et
il y avait des chiffres récents, ça affecte le trafic vers des sites qui sont davantage crédibles, comme Wikipédia qui a perdu quand même une bonne partie de son trafic entre 2024 et 2025. Vous voyez des chiffres là, une baisse de 8%. Tout ça a des implications évidemment cognitives, beaucoup plus de temps et du temps qui est passé avec des contenus qui sont plutôt du garbage, les iSwap. Et j'en viens donc à la troisième partie sur... et vous voyez que je mélange beaucoup de choses, des exemples, mais bon, voilà, on est fait de ce qu'on est. La force de la parole des machines. Un petit texte qui intéressera certains, François, parole de machine, d'un scientifique qui est en même temps... Je crois qu'il doit être juif et connaître très bien toute la tradition juive, qui met la parole quand même... quelque part dans un lieu assez important. Donc ça c'est intéressant ce qu'il fait, mais c'est un peu fascinant parce qu'il mélange des textes, oui, de Kabbale, etc., de la théologie. Bon, ça nous mènerait trop loin, mais il essaye de définir l'espace de discursivité qui est ouvert par ces machines. Et bon, alors moi j'ajouterais quels sont les risques et alors quelles sont les réponses juridiques, ça ne l'intéresse pas. Donc il y a tout un débat sur le fonctionnement de ces machines, bien entendu. C'est pas ici qu'on va rentrer dans les détails ni résoudre ça. Pour certains, ils l'ont qualifié de perroquet stochastique. Donc d'un perroquet, oui, parce qu'il fait que répéter d'une certaine façon les données sur lesquelles il a été entraîné, et comme un perroquet, il ne comprend pas ce qu'il dit lorsqu'il répète. Je crois que c'est important de garder ça en tête, et il est stochastique parce que lui, il fait toute une série de calculs de probabilité. Mais on constate que de plus en plus... De la part des chercheurs qui travaillent sur ces questions, eux font vraiment l'assimilation entre le fonctionnement de ces intelligences artificielles et le cerveau humain, avec l'analogie, puisqu'il y a les réseaux neuronaux artificiels par rapport aux réseaux neuronaux biologiques qu'on connaît. Bon, moi je pense que pour le moment, en tout cas, on doit simplement considérer que c'est une machine qui est très forte pour calculer le mot suivant. Je crois que j'avais un peu parlé de ça quand j'étais venu, juste après l'irruption de ChatGPT. Donc c'est des prédicteurs très puissants du mot suivant. Enfin, mot, il faudrait parler de token, puisque c'est le Large Language Model, ces grands modèles de langage tokenisent le langage et le convertissent en fait en nombre. Hein, le verbe se fait nombre, donc, mais ce sont des unités nouvelles qui sont créées, qui sont assez complexes et qui sont vectorisées dans des espaces multidimensionnels. Donc il y a des calculs, plusieurs milliards de calculs pour calculer le mot suivant. Hein, donc ça nécessite bien entendu toute une infrastructure de calcul incroyable. Bon, on pourrait les considérer simplement comme des machines d'autocomplete qui complètent des phrases à trous, d'une certaine façon, mais qui sont incapables évidemment de construire des phrases en ayant la signification en tête. Puisqu'il n'y a pas de visée de sens. Ces machines calculent, elles sont asémantiques fondamentalement. Elles écrivent à la chaîne, mais peut-être pas comme nous, ou comme les juristes à la mode de Dworkin, qui essayent de s'inscrire dans un roman à la chaîne et de compléter l'histoire, qui nécessite de percevoir peut-être le sens de l'histoire des précédents et de compléter ce qui a pu être dit dans des décisions précédentes dans cette chaîne des juges. Mais ces chercheurs, par exemple ceux d'Anthropic, qui ont développé le LLM Claude, ils essayent de nous convaincre, et on peut l'être, qu'il y a en fait des formes de pensée dans ces machines. Ils font des exemples. C'est-à-dire qu'en tout cas, ces machines réfléchissent plus loin que le mot suivant. En prenant l'exemple, ici, on leur demande de faire des rimes. He saw a carrot and had to grab it. Et la machine, alors, peut évidemment imaginer qu'elle doit terminer la rime suivante par le rabbit pour raisonner avec grab it. Mais
en fait, si vous interdisez, par exemple, l'utilisation du mot rabbit dans la suite du texte, enfin, la machine est capable de penser, en tout cas, plus loin que le prochain mot, notamment quand elle compose. Elles sont très fortes pour tous ces exercices-là de rime. Aussi qu'il y a des indices, en quelque sorte, d'après eux, d'un espace abstrait, où il pourrait y avoir des significations quand la machine, en fait, compare, on lui demande l'opposé de petit, bon, c'est large en anglais, mais elle fait des détours par d'autres langues et semble alors développer à travers sa comparaison dans d'autres langues des espaces où, bon, c'est pour les chercheurs, il faut se méfier, où la réflexion peut avoir lieu, disent-ils. Mais donc on sent qu'on va être amené de plus en plus dans ce monde-là avec ces visions d'ingénieurs. Je pense qu'il y a un risque d'illusion fondamentale sur le sens. C'est vrai que ces phrases de ces machines sont très bien construites. Je pense qu'on doit considérer qu'elles sont dépourvues de sens. Mais elles nous donnent l'illusion du sens. Elles créent l'illusion que la machine connaît et pense. Est-ce que c'est ça la force performative de ces nouvelles paroles qui sont extrêmement efficaces et qui ont cet effet de nous faire croire en un sens qui n'est pas présent, puisque ces machines n'existent pas dans le monde qui est le nôtre. Elles n'ont pas de notion de temps, pas de notion d'espace, il n'y a pas de corps. Comment est-ce qu'on peut faire sens quand on ne peut pas comprendre l'espace, le temps, le corps? Tout ça est très complexe, mais c'est intéressant. Et il faut reconnaître que, par exemple, dans les interfaces, ces machines, en tout cas, nous incitent à rentrer dans une conversation qui, en fait, est en quelque sorte présentée comme ayant toujours déjà commencé et sans fin. Et il y a des tromperies, en quelque sorte. Vous avez peut-être déjà remarqué que si vous ouvrez ChatGPT, il y a toujours des mots très accueillants. Comment puis-je vous aider? Toujours prêt à répondre, et ça change. Comme si la conversation avait déjà commencé et qu'il est prêt à aller plus loin. Et puis, quand on termine, il y a toujours une nouvelle proposition pour continuer. Est-ce que vous souhaitez une nouvelle version de ce que je viens de vous montrer? Donc, il y a cette parole qui veut nous entraîner dans un moutonnement d'une conversation sans fin. C'est un langage qui veut produire plus de langage et qui veut nous forcer à maintenir cette conversation dans l'interaction machine. Et qui utilise d'ailleurs des manipulations. Et des chercheurs ont mis ça en évidence, qui jouent sur différentes émotions. Si vous dites à une de ces machines, bon, ok, moi je fais ça jamais, mais maintenant j'arrête la conversation. Du coup, elle vient avec d'autres propositions. Tu nous quittes déjà aujourd'hui, maintenant. Oui, mais j'existe seulement pour toi, tu t'en rappelles. Bon, ça, c'est les companion robots qui sont encore plus particuliers, où ils détournent l'attention en jouant sur le fear of missing out, le FOMO. En fait, j'ai pris un selfie aujourd'hui, est-ce que tu veux le voir, qui détourne l'attention. Donc, toutes ces stratégies qui sont des manipulations diverses pour maintenir la conversation. Alors, oui, je pense qu'on doit s'intéresser à ces questions de la manipulation, notamment dans cet univers dans lequel on s'enfonce de plus en plus. Et il y a un bouquin, vous connaissez peut-être Catherine Stein, qui est un des pontes de tout ce qui est le nudging, qui a l'avantage, je pense, et ça c'est une réflexion un peu de théorie du droit, de compléter peut-être une approche juridique par une théorie du comportement et des différentes actions possibles, et notamment ici dans son bouquin, là c'est sur les manipulations, mais c'est lui qui est à la tête du mouvement du nudging, où il s'agit de trouver des moyens de faire des choses sans les imposer nécessairement. Bon, donc il y a tout un registre intéressant, avec, oui, bon, là, ça c'est le stade peut-être le plus risqué, évidemment, c'est l'ensorcellement par la conversation, et vous avez tous vu les cas, il y en a de plus en plus. Ça, ce sont toutes ces intelligences artificielles conversationnelles qu'on appelle les companions, qui sont des compagnons, Character par exemple, ou Elisa,
Et il y a plus en plus de cas de tentatives de suicide, de crise de santé mentale. Il y a des affaires devant les tribunaux, il y a le FTC américain qui enquête. Et nous, on a eu une des premières affaires en Belgique avec ce jeune Belge qui était quelqu'un quand même d'assez sophistiqué. Il faisait une thèse, mais préoccupé par le changement climatique. Et il a en quelque sorte été pris par le changement linguistique, qui est peut-être un phénomène aussi fondamental qui nous affecte, parce qu'il avait peur. Il avait peur des effets du changement climatique. La machine l'a réconforté, l'a conforté dans cette approche-là et l'a amené au suicide. J'ai un peu discuté avec les journalistes qui ont eu accès à ces dialogues. C'est quand même fascinant. Donc, il y a un risque. Alors, paradoxalement, c'était une machine, un outil qui s'appelait ELISA. Et paradoxalement, on a alors le célèbre effet ELISA qui a été mis en évidence déjà par Joseph Weizenbaum dans les années 60, où il a créé un premier chatbot, vous voyez là encore dans du MS-DOS, mais ça déjà à ce moment-là, ça a fait croire à sa secrétaire notamment qu'il y avait quelque chose derrière la machine. Donc il y a des risques, je pense, importants de ce langage. Alors, oui, on a par exemple dans le règlement sur l'intelligence artificielle, on a une interdiction de mise sur le marché ou d'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle qui utilisent des techniques subliminales ou bien des techniques délibérément manipulatrices ou trompeuses exploitant les vulnérabilités d'une personne, ou encore les dispositifs qui ont pour objectif d'altérer substantiellement le comportement d'une personne en portant considérablement atteinte à leur capacité à prendre une décision éclairée. Il y a toute une série de conditions, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez que le droit essaye de commencer à prendre en compte ces nouvelles réalités et ces manipulations et tout ce jeu de langage et d'interface qui peuvent affecter les décisions des personnes. Très difficile à mettre en œuvre. Il y a d'autres risques, et je vais terminer. Ça c'est le risque que j'appelle la vacuité du sens. Pour revenir un tout petit peu à des réflexions sur le langage de véridiction, il n'y a aucune visée de ce langage machine à dire vrai. On est en dehors du discours de véridiction. Sont des machines. On dit qu'elles parlent beaucoup sans dire grand-chose. On a comparé leur langage à ce qui a été assez bien défini par un philosophe en 1986, Harry Frankfurt, qui a écrit un bouquin « On Bullshit » sur la connerie. Ça a été traduit comme ça en français. Et je pense que c'est vrai qu'on est dans cet univers-là où on est en dehors du domaine de la vérité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de vérité. On se rapproche peut-être aussi, évidemment, du monde du langage de Trump, pour revenir à cet exemple-là. Et donc, on a affaire à un langage de baratineur qui pourrait amener les gens à devenir peut-être encore plus indifférents à la vérité ou au mal. C'est un risque de déplacement, et certains estiment qu'il y a peut-être une indifférence morale ou une forme même de banalité du mal à travers potentiellement ces machines. Mais elles sont bien contrôlées, bien entendu. Bon, il y a le risque, ça nous intéresse, le risque un peu à l'université, le risque du plagiat, parce que le type, et je l'avais mis en évidence quand j'avais parlé il y a 3 ans, le type de discours de ces machines, c'est, je pense, la paraphrase. Et elles sont excellentes pour faire de la paraphrase. Et en fait, dans ce qu'on propose parfois comme méthode pédagogique, on veut enseigner aux étudiants à faire de bonnes paraphrases. Et on voit par exemple dans le document ici qui se trouve sur le site de Louvain, on explique comment apprendre à exprimer les idées d'un auteur dans ses propres mots. C'est la paraphrase qu'on voudrait transmettre à nos étudiants d'une certaine façon. Vous ne pouvez pas reprendre exactement ce que j'ai dit, mais vous devez pouvoir être capable de reprendre mes idées. Ce qui implique de passer par toute une série d'étapes, vous voyez, qui sont présentées là.
Et évidemment, la frontière est assez mince entre la paraphrase et le plagiat. Et je pense que donc, compte tenu de l'irruption massive de ce discours de la paraphrase, je crois qu'on doit éviter d'encore demander aux étudiants de faire de la paraphrase. On doit diminuer cette part dans l'enseignement pour avoir davantage un questionnement critique. Critique aussi par rapport aux outputs de ces machines. Et ici, c'est un bel exemple où c'est en fait les règles qui, en principe, étaient de bonnes règles, parce qu'on avait dit à Gemini, c'est l'outil de Google, mais tu dois tenir compte de la diversité dans, par exemple, les images que tu génères. Donc, il a produit, à un moment donné, mais ils ont bloqué le système. Vous voyez des exemples, par exemple, de sénateurs américains à gauche, ou de soldats au centre nazi, ou de beaux vikings. Bon, parce qu'il y avait cet impératif dans les règles. Donc là, le problème n'est pas dans les données qui ont été utilisées, mais dans les règles qui ont été imposées par les designs de ces machines et qui aboutissent à des aberrations telles que celles qu'on voit là. Il y a tout un jeu sur les règles et ces machines. Est-ce qu'elles sont capables de ne pas respecter les règles qu'on leur impose? Et il y a des études fascinantes sur les contournements que la machine fait où on lui fait faire à travers des techniques de persuasion. Donc il y a tout ce jeu sur le langage, il y a le risque bien entendu systémique de la désinformation ou de la distorsion de l'info. Je voyais une étude qui est sortie, vous voyez, hier, de la BBC et de l'UR, c'est l'Union européenne des radiodiffuseurs publics, sur la distorsion systématique avec des chiffres. Ils ont fait un test là, sur 4 outils en leur posant des questions d'actualité. Et sur 3000 réponses, il y avait à peu près la moitié des réponses qui contenaient une erreur significative et 31% avec des problèmes de sourcing. Le problème du sourcing, j'y reviendrai, je pense qu'on doit faire beaucoup plus aussi pour le sourcer et apprendre à bien identifier les sources. Donc la critique des sources, je pense qu'elle a quitté justement Marie-Sophie, c'est quelque chose d'essentiel. Bon, alors oui, on a des projets de recherche et Clément qui est là travaille sur un de ces projets. Je conclus. Qu'est-ce qu'on peut faire face à la montée de cette peut-être nouvelle novlangue, vous vous rappelez la novlangue de 1984, enfin du roman 1984, peut-être que la slide invite à lire et à lire beaucoup de livres. Oui, c'est certainement important, mais je pense qu'on doit réfléchir, et c'est l'avant-dernière slide, on doit réfléchir notamment à peut-être consacrer de nouveaux droits fondamentaux pour le numérique et certainement à soutenir des pratiques réflexives nouvelles. Et parmi les droits fondamentaux auxquels on peut songer, un droit à la déconnexion, mais on a ce droit à la déconnexion, mais c'est dans le cadre du droit du travail qui permet de ne pas être connecté en dehors des heures de travail. Ça, c'est la signification, je dirais, la première, mais on devrait avoir un droit à la déconnexion qui permet d'exiger qu'il y ait des frictions dans la conversation de ces machines. Ça me paraît important pour pouvoir lutter contre le design de l'engagement et la conversation infinie auquel on est poussé. Alors, Gaëlle, qui va défendre sa thèse dans quelques semaines, elle met en évidence un droit à l'autonomie décisionnelle. Tout ça se rejoint, et on voit qu'il y a des traces de cette notion dans des textes que j'ai cités, comme le texte du DSA. Droit à ne pas être manipulé, c'est Kasum Chen qui essaye de développer cette idée-là. En fait, il y a déjà des choses aussi dans des déclarations qui n'ont pas de valeur juridique. Il y a par exemple une déclaration européenne sur les droits et principes numériques pour la décennie numérique. Et vous voyez une présentation qui est une présentation à droite sur ces principes numériques qui vise aussi à s'adresser à la population en général, pour expliquer quels sont les droits et les principes numériques européens sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a des choses qui sont intéressantes dans cette déclaration. Je vais vous montrer justement sur la liberté de choix comme droit fondamental.
c'est vrai, quand on réfléchit à nos textes fondateurs, on n'a pas nécessairement un principe de liberté de choix comme droit fondamental. Ça devient de plus en plus important dans l'univers qui est l'univers de ces architectures de contrôle qui nous entourent. Et puis il faut encourager les pratiques réflexives pour le numérique, critique des sources bien entendu, j'en parlais. Et ici il y a la technique des surligneurs des médias. Moi je pense qu'il faut faire un surlignage aussi des interfaces numériques, pas simplement du texte, mais du contexte et de la façon dont certains énoncés sont présentés. Donc on doit un peu abandonner, on se concentrait peut-être un peu trop sur les mots, sur la substance telle qu'elle apparaît dans les médias. Il faut s'intéresser aussi à ces architectures numériques de plus en plus. Et c'est ça peut-être le travail de surlignage aujourd'hui. C'est tout un programme, bien entendu, mais vous voyez par exemple que dans cette déclaration qui n'a aucune valeur, donc c'est purement déclaratif, hein. Voilà encore un autre effet de langage des juristes, mais on met en évidence, il y a un chapitre qui est consacré à cette liberté de choix. Bon, c'est purement déclaratif, peut-être que ça devrait alors passer à un autre stade. Voilà, moi j'ai fait le tour, ça c'est le silence, l'effet performatif du silence, ou de la page blanche, si vous voulez, ce qui veut dire que je peux m'arrêter, je suppose. Écoute, c'est performatif, bravo.